Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Parlons Prévention. J'accueille aujourd'hui, ou plutôt je suis reçu par Jean-Pierre Sallet, kinésithérapeute. Bonjour, merci de nous recevoir. L'idée du podcast et de l'émission aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger un petit peu sur ta formation, ton parcours, globalement ton métier, et puis encore plus globalement de la prévention en général, parce que c'est du coup une thématique qui nous est chère et c'est vraiment le sujet du podcast. Pas de souci, avec grand plaisir. Tu as pu me dire un petit peu avant que tu as eu un parcours un petit peu atypique, C'est ça. donc on va pouvoir s'y pencher un petit peu. J'aimerais que tu puisses déjà me faire une petite présentation générale de ce qu'est pour toi la kinésithérapie. La kiné, c'est la rééducation par le mouvement, essentiellement. On va venir travailler tout ce qui va être les muscles, les tensions musculaires. C'est vraiment rééducation par le mouvement, par l'exercice, et non pas par le fait d'être statique. Essentiellement, c'est ça. D'accord. Si on fait vraiment global, c'est vraiment le mouvement pour soigner. D'accord. Alors c'est vrai que peut-être que pour nous en tant que sportifs, c'est quelque chose qu'on connaît, mais je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs courants de pensée au niveau des gens en général, et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on n'avait vraiment pas l'impression que justement ce mouvement c'était la base pour pouvoir guérir ou pour pouvoir soigner certains maux, et qu'on avait vraiment cette idée de repose-toi, reste au calme et ça va aller. Ça, c'est l'ancienne vision. Quand on va chez les kinés, qui ont un certain âge maintenant, plutôt pour la retraite, ils vont être plus dans cette optique de vous avez mal au dos, on se repose, on fait un petit massage, on fait de la chaleur, tout ce qui va être ultrason ou infrarouge. En fait, on a trouvé que c'est pas toujours très efficace. Le corps, il faut qu'il soit toujours en mouvement. Si le corps bouge pas, on va s'en redétendre de plus en plus, les muscles vont se faiblir, et on va avoir des douleurs qui vont augmenter. Et c'est vrai que dire que j'ai mal au dos, je dois faire du sport et renforcer mon dos, entre guillemets faire du sport, les gens ont du mal encore à comprendre ça. Sauf qu'en fait, je dis ça à tous mes patients, encore ce matin, je dis ça à mon patient, il a mal au dos, je dis on va travailler, on va renforcer, il comprenait pas pourquoi et on ne devrait pas masser. Parce que son ancien kiné le massait, je lui ai fait mais ça sert à rien en fait, vous avez mal au dos, je vais pas masser parce que ça va vraiment rien changer, si on renforce pas, on n'étire pas, les douleurs restent là. Quoi. D'accord. Et du coup là c'est intéressant ce que tu me dis, j'imagine que son ancien kiné était peut-être un peu plus âgé que toi. Tu as quel âge? Moi j'ai 27 ans. T'as 27 ans, d'accord. Donc c'est des nouvelles visions, des nouvelles approches, des nouvelles pratiques qui sont mises à jour avec les nouvelles formations des kinésithérapeutes, c'est ça? Et du coup, c'est des choses qui sont validées complètement scientifiquement aujourd'hui. Est-ce qu'on en a la preuve ultime? Pas toutes les techniques sont validées par la science. Il y en a certaines qu'on a vues qui ont des effets positifs. Par exemple, ce qui est intéressant de dire, c'est que toutes les anciennes techniques, l'infrarouge, le massage, l'ultrason, c'est pas toujours très validé. C'est-à-dire que ça va soulager sur le moment même, mais c'est pas evidence-based, comme on dit, c'est pas prouvé que ça marche à 100%. D'accord. Donc après, toutes les techniques ne sont pas toutes validées. Après, on fait en fonction du patient aussi, ce qui fonctionne pas pour lui. Mais on a un socle commun tous, avec des techniques qui sont tous validées, par exemple le renforcement, les étirements, renforcement excentrique, isométrique, tout cela, c'est des trucs qui sont prouvés qui fonctionnent, donc on va utiliser ça. Et après, c'est un peu chacun son courant de pensée. D'accord. De toute manière, le métier est tellement large que forcément tout le monde peut pas se mettre d'accord. Est-ce que du coup, un kiné qui a eu son diplôme il y a 20 ans, 30 ans, qui continue à exercer, est-ce qu'il y a des formations, des mises à jour qui existent au sein du métier? Comment est-ce que ça se passe justement pour rester à la page? Il y a beaucoup de formations continues qui se font soit dans les universités. Moi, j'étais formé en Belgique, donc il y en a beaucoup en Belgique qui se font. Beaucoup d'anciens kinés vont en Belgique pour se former. D'accord. Pour tout ce qui va être la thérapie manuelle, rééducation par le mouvement, par l'exercice. On peut toujours se mettre à jour. On est obligé de se mettre à jour en permanence parce qu'en fait, ça va tellement vite dans la santé et dans la science que si on se met pas à jour, on va vite être dépassé et d'établir des techniques qui ne fonctionnent pas. Bien sûr. Utiliser des techniques qui ne fonctionnent pas, donc on se met à jour régulièrement à travers des formations, des articles, des cours. Ok. Voilà, essentiellement beaucoup de formations. C'est très intéressant ce que tu dis et je rebondis dessus. Donc tu as eu ta formation du coup en Belgique. On pourrait y revenir un petit peu plus tard sur ton cas personnel. Est-ce que la kinésithérapie aujourd'hui en France ça représente quand même un poids qui est suffisamment important pour que tout le monde connaisse ce métier, ses pratiques? Est-ce que c'est le cas en Belgique, en Europe, dans le monde? Comment est-ce que ça se passe un petit peu ce métier si on essaie d'aller chercher un petit peu plus au global? La kiné en Belgique est très très bien implantée, c'est-à-dire que tout le monde connaît à peu près ce que c'est et sait que le mouvement est important parce que c'est vraiment les meilleurs en Europe. En France, on n'est pas encore là. Malheureusement, en France, quand on dit que vous êtes kiné, ils vont dire « Oh, tu masses ». On n'est pas trop d'accord sur ça, donc on a cette image de masseur. On voit dans notre titre, on est masseur kinésithérapeute, alors qu'en Belgique, on est kinésithérapeute. C'est ce que j'allais dire. Donc en France, c'est en train de changer. Là, par exemple, en 2019, on est passé à 4 ans d'études en France, alors qu'on était à 3 avant. D'accord. Donc on a pris une année de plus pour être encore plus formé. Mais voilà, en France, on a encore cette notion de « vous êtes kiné, là, je vais me faire masser ». Ou il va me mettre de la chaleur, ou il va venir me mettre de l'électro. Parce que c'est l'image que les anciens kinés ont donnée en fait, de ce métier-là. Donc on est en train de la changer petit à petit, les gens commencent à comprendre. Mais c'est surtout les nouvelles générations de kinés, qui sont formés depuis 10 ans, qui
apporte ce changement. D'accord, donc vous avez tout un travail de pédagogie auprès des nouveaux patients pour leur montrer ce qu'est la kiné. On parle très souvent du coup de kiné, et j'ai envie de faire pas une petite opposition, mais une mise en relation, une mise en contexte avec l'ostéopathie. C'est vrai que très souvent on peut confondre un petit peu les deux pratiques. J'ai une blessure, j'ai mal au dos, tu vas chez le kiné, tu vas chez l'ostéo, on revient de chez le kiné, on dit qu'on a été chez l'ostéo, on mélange un petit peu les deux. Comment est-ce que tu pourrais m'expliquer rapidement, sans aller dans les détails, quelles sont les différences selon toi? L'ostéo, c'est dans son nom, c'est tout ce qui va être l'os du corps. Il va venir travailler les mauvais placements, les vertèbres, etc. Le problème, c'est qu'une fois qu'il vous remet en place, entre guillemets, si on renforce pas les muscles, parce que les muscles ont un rôle de ligament actif, donc c'est là pour maintenir la structure. Si on renforce pas la structure, 2 semaines après, on retourne chez l'ostéo, et ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que les gens ne comprennent pas, je suis chez l'ostéo, pas besoin d'aller chez le kiné. Donc en fait, il vous a remis en place, c'est très bien, mais si on va pas renforcer vos muscles, on va pas travailler la posture, en fait, ça sert à rien ce que vous faites. Et les gens mettent 90 € toutes les 2 semaines, alors qu'il y a moins cher et plus efficace. Mais, et remboursé. Et remboursé accessoirement. Mais l'ostéo, c'est très important, mais il faut que ça soit compensé avec la kiné. D'accord, donc tu vois vraiment ça comme une complémentarité, plus que... Les deux vont ensemble. D'accord, les deux vont ensemble. Enfin, par exemple, en Belgique, la plupart des kinés font des formations d'ostéo. D'accord. Parce qu'on sait que ça va ensemble. Et si c'est pas de l'ostéo, ça va être de la thérapie manuelle. Donc tout ce qui va être mobilisation osseuse, moins poussé qu'en ostéo, mais pour faire le lien entre les deux. D'accord. Et aujourd'hui, en France, est-ce que tu as les chiffres sur le nombre de kinés qu'il y a? Pas du tout, j'avoue que je ne saurais pas vous dire exactement les chiffres. Ok, d'accord. J'ai pas d'idée du tout. J'ai pas été formé ici, j'avoue qu'il y a plein de choses que je n'ai pas sur la kiné, mais il y a pas mal de gens. Mais après, pour rentrer en kiné, c'est très dur en France. C'est vraiment excessivement dur pour ce que c'est, c'est-à-dire. Ouais. C'est-à-dire que soit vous allez faire la PACES, donc il faut être dans les 100 premiers sur 1000 personnes pour pouvoir de la kiné, ils en prennent 20. Soit vous partez dans les écoles privées, mais là on parle de 9 000 € par mois, ils prennent 20 personnes, 30 personnes. Par an ou par mois Par an, d'accord, ouais. Ils prennent 20-30 personnes. Et donc il y a beaucoup de gens comme moi qui partent à l'étranger pour revenir. Surtout que les formations en France sont pas... Comparé à la Belgique, et j'étais formé Belgique et Liban, par rapport à la France, je sens que j'étais beaucoup mieux formé sur le plan pratique que si j'avais été resté en France. Mais ça, c'est mon avis personnel. Je pense que ça va changer chez chacun. Mais tous les kinés que j'ai rencontrés, qui ont été formés en dehors de la France, me disent la même chose, qu'on est mieux formé à l'étranger. Parce qu'on a cette image encore en France un peu en retard. Il y a beaucoup de choses qu'on ne prend pas comme... on a la rééducation de la mandibule, par exemple, ce qui va être ATM. Quand tu dis ATM, c'est oxylo-temporomandibulaire, donc c'est vraiment l'articulation de la mâchoire. Ça, j'ai pris ça en cours, donc je l'ai étudié, j'ai pratiqué en cours, mais je sais que j'ai des collègues français qui se font des formations à côté parce qu'ils ne n'est pas vu en cours. Il y a plein de choses comme ça qui sont importantes de nos jours, mais qui sont en train d'être amenées en France, mais pas encore. Donc c'est sûr ça. D'accord, bah écoute, on est allé là-dedans, je pense qu'on peut aller un peu plus loin du coup dans ton cas personnel et dans ton cas pratique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire, le parcours du jeune étudiant Jean-Pierre Sallet, grand plaisir, du lycéen peut-être jusqu'à aujourd'hui kiné? Moi je vais faire dès le début, moi j'ai grandi en France jusqu'à l'âge de mes 15 ans. J'étais en Haute-Seine, pur parisien, et à mes 15 ans mes parents décidaient de déménager au Liban. Donc j'ai fait mon lycée là-bas, j'ai eu mon bac, et je voulais faire médecine à la base. Donc j'ai fait la PACES en France, je suis revenu en France à la PACES, un échec total, je pense comme beaucoup de gens. Quand tu dis PACES, pour que ce soit clair. Première année commune aux études de santé. D'accord. C'est la première année pour rentrer ensuite en médecine, en kiné et tout le reste. Un échec total de mon côté, mais comme pas mal de gens. Et j'ai été accepté en kiné au Liban, c'était pas mon premier choix, mais j'avais pas d'autre choix à ce moment-là. Donc je dis je vais retourner au Liban, je vais faire la kiné, et je suis tombé amoureux de ce métier. Vraiment d'accompagner les gens, de les voir se soigner, se sentir mieux, c'est magique comme sensation. Et du coup, l'accès pour faire cette formation au Liban était bien plus simple, c'est ça? C'était une université privée, donc il fallait payer. On parle de 35 000 $ les 4 ans, donc c'est pas donné. Mais par contre, la formation était top. Je sais que j'ai fait beaucoup plus de stages. Et la kiné était enseignée en français, en anglais, en arabe. Donc en fait, on l'apprend dans les 3 langues. Donc ça, c'était un bénéfice personnel énorme. Toi, tu étais polyglotte à ce moment-là sur l'anglais, l'arabe et le français? Anglais, pas trop, mais je parlais couramment arabe et français, déjà. Et donc, je me suis formé en anglais là-bas. Et en fait, c'est un plus énorme parce qu'on peut traiter des patients de toutes les origines. Déjà, oui, j'imagine. Et après, j'ai fait 4 ans là-bas. Donc, c'était 4 ans comme en Belgique parce qu'on suivait le programme belge au Liban, alors qu'en France, on était encore sur 3 ans. Ayant fini mes 4 ans d'études, je ne pouvais pas revenir en France travailler parce que la France ne reconnaît pas mon diplôme. Quand tu es donc en France, on ne reconnaît pas le diplôme de kinésithérapeute
venant Hors Europe. hors Europe. Hors Europe. D'accord, donc le Liban n'étant pas considéré comme européen, bien que ça suive le programme belge. C'est ça. D'accord. Donc mon diplôme n'est pas reconnu, donc j'ai dû faire une année en Belgique, donc j'ai refait mon master en Belgique, à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Très bonne formation, j'ai appris pas mal de choses plus en détail. Et une fois avoir fait cette année, je suis revenu en France, j'ai dû passer par... j'ai dû faire une équivalence, qui prend à peu près, ça m'a mis 6-7 mois pour avoir le papier d'équivalence. En attendant, j'ai dû faire des stages en plus, parce qu'ils ne reconnaissaient pas tous mes stages, parce qu'ils aiment bien nous fatiguer un petit peu en France administration. Et à partir de là, quand j'ai eu mon équivalence, j'ai commencé à travailler en France. J'ai commencé à l'hôpital Foch, à Suresnes. D'accord, ouais. Donc à côté de là où tu es exactement, originaire. je suis revenu chez moi, la boucle était bouclée. Je suis reparti très loin juste après. Ouais. Et j'ai commencé en réanimation. Mais ça m'a pas plu du tout. Je trouvais ça... Les patients, bon, ils étaient tous dans des états un peu limites. Donc j'ai trouvé ça très dur moralement. Je suis remonté après dans les étages et j'étais responsable du service VIP, donc que des patients qui venaient de l'étranger, essentiellement du Bénin et des pays du Golfe. Donc là, mon expérience libanaise m'a permis de travailler avec eux. Et c'est un autre monde, c'est une autre façon de pratiquer, c'est des pathologies beaucoup plus rares, qu'on voit pas souvent encore en France, qu'on voit plus en France, comme des polios, ou des maladies vraiment génétiques très très rares. Et après ça, j'ai fait 3 ans là-bas. Je tournais aussi en cardiologie, en neurologie. Donc tu étais déjà diplômé à ce moment-là. C'est ça. Tu avais reçu tes équivalences, etc. J'ai été diplômé de Belgique en 2019, enfin fin 2019, et j'ai eu mon équivalence le 7 avril 2020. D'accord. Donc bon, un petit peu de temps entre temps. Ça a été un long chemin. Ça a été bien 6 mois à faire des stages et à travailler en tant qu'aide-kiné, donc j'avais aucun droit, j'étais vraiment l'assistant des autres kinés, sachant que j'étais des fois mieux formé que certains. Je vais pas rentrer là-dedans, après ça va faire des problèmes. Mais... donc on pourra s'y pencher un petit peu sans aller trop dans les détails. Mais donc une fois que j'ai eu mes équivalences, j'ai vraiment commencé à travailler. Et non, c'est intéressant d'apporter... J'avais un peu plus d'expérience et un peu plus de vision que d'autres kinés. Après c'est différent, les kinés en France sont beaucoup plus théoriques, j'étais beaucoup plus pratique. Je sais que moi je faisais à peu près 5-6 mois de stage par an, alors qu'en France on en est à 1, 2, voire 4 en 4e année. Donc j'étais beaucoup mieux formé à la pratique et voilà, et depuis je pratique. J'ai perdu le fil de ma pensée, mais... Non, c'est intéressant. Moi, je ressors beaucoup de choses là de tout ce que tu me dis. Déjà, j'ai l'impression qu'il y a une espèce un petit peu de rancune par rapport à, je sais pas si la rancune, mais par rapport à la formation et au fait qu'on nous demande une équivalence et autant de temps sur une formation qui est au final similaire, voire plus qualitative, parce que calqué sur la Belgique, et la Belgique étant, comme tu me le disais, en avance en francophone, c'est parmi les par rapport à la France, d'accord. Canada, Belgique, ils sont très très bons. La France, ça commence, mais voilà, on est un petit peu en retard. Enfin, pour moi, je trouve que la France est en retard. D'accord. D'accord. Tu soulignais aussi quelque chose que je trouve intéressant, c'est que tu disais qu'en France, la formation était très axée sur la théorie et un petit peu moins sur la pratique. Toi, tu penses qu'aujourd'hui, la pratique pour ton métier, ça peut peut-être couler de source, mais il faut vraiment avoir beaucoup pratiqué durant tes années de formation, plus qu'avoir vu de la pratique? Oui, parce que c'est le toucher, c'est la réflexion logique. La théorie, c'est bien, mais en fait, on sait toujours que la théorie, c'est différent de la réalité. Bien sûr. Donc, par exemple, j'avais une patiente, douleur au niveau du coude. On pense que c'est une épicondylite, donc une douleur au niveau du coude, donc de l'os du coude. Sauf qu'en fait, ça irradie plus haut. Tout ça, c'est des choses que... Si on n'a pas cette pensée logique d'avoir pratiqué, on ne peut pas savoir que c'est peut-être nerveux, c'est peut-être autre chose. Alors que si on prend juste le cas pratique, non, c'est la douleur du coude, il faut faire ça, ça et ça, mais ça se trouve, c'est complètement l'opposé. Ça, c'est qu'avec la pratique. Le cheminement de la douleur, un petit peu. C'est ça, c'est vraiment... C'est la pensée logique, en fait. À force de pratiquer, on commence à avoir des petits automatismes. Même au niveau du toucher, on peut sentir différentes structures anatomiques plus simplement. Et plus on pratique, c'est comme dans tout, je pense même dans le sport, plus on pratique, plus on est bon. Bien sûr. La théorie, c'est bien, mais si on ne l'applique pas, ça ne sert pas à grand-chose. Après, ça c'est mon expérience personnelle parce que j'ai eu des stagiaires aussi quand j'étais là, donc c'est ce que j'en ai ressorti. Après, je pense que c'est pas pareil pour tout le monde. Ça se trouve, j'ai pas eu des très bons stagiaires, j'en sais rien. Mais à mes yeux, je pense que la pratique c'est vraiment très très important. La théorie c'est bien, mais pour moi la pratique c'est mieux. D'accord. Bah écoute, je vois ce que tu veux dire et je trouve ça hyper intéressant. Je peux pas me permettre de donner mon avis parce qu'effectivement, je suis pas dans le métier. Après, c'est comme dans tout, je pense. Un boulanger, il va savoir comment faire du pain, mais s'il n'en fait pas, bien sûr. Il va pas être fou son pain, quoi. Bien sûr.
Du coup, tout à l'heure, tu me disais que tu avais fait ta première année du coup sur les métiers des soins. Alors, je me rappelle plus comment est-ce que tu appelais ça. La PACES. La PACES. Ça a changé de nom depuis, mais j'avoue que j'ai pas suivi, j'ai pas le nouveau nom. Ouais, j'imagine que la nomenclature a changé un petit peu. 2013, 2023, là, bientôt, ça fait 10 ans que je l'ai fait, donc... Toi, c'est quelque chose que tu voulais faire absolument lorsque tu es rentré dans ce processus-là. C'était parce que tu m'as dit que tu es tombé après amoureux de la kiné. Au début, tu ne savais pas exactement ce que tu voulais faire. Moi, je voulais faire médecine. Moi, okay. Médecine, c'était vraiment mon objectif. Et bon, quand j'ai vu la charge de travail, je suis un peu feignant sur les bords. Je me suis dit, bon, ça va pas être pour moi. Et donc, après, j'ai vu que j'étais pris en kiné. Et à force de la première année de kiné, j'avoue que j'aimais pas du tout. Qu'est-ce que je viens faire là? Qu'est-ce que je fais là, quoi? Et la première fois que je travaillais avec un patient, il commence à avoir des résultats positifs. C'est gratifiant. Une petite fierté personnelle de dire, il va mieux grâce à moi. Enfin, entre guillemets, parce que c'était un kiné qui me supervisait. Et je me dis pourquoi pas se mettre là-dedans, et depuis, bah, je kiffe ce que je fais. Il y a toujours des moments plus durs que d'autres, quand on a un patient, on sait pas trop quoi faire avec lui, il se soigne pas, on est un peu déprimé sur ça, mais ça reste un métier hyper gratifiant et hyper intéressant en fait. D'accord, je vois. Mais il faut être prêt à toujours être à jour, toujours lire des articles. En fait, ça demande beaucoup de travail en plus. C'est un investissement au-delà de la simple pratique du métier. C'est comme les médecins, s'ils se mettent pas à jour, bah, ils sont en retard, donc c'est pareil. Je pense que pour tout le monde, c'est pareil dans tous les métiers. Enfin, je pense. Non, j'imagine dans beaucoup de métiers, et surtout les métiers de la santé, de la santé, on est obligé d'apporter une attention plus particulière. Du coup, une fois que tu as eu ton diplôme de kiné, que tu as pu faire tes validations pour pouvoir être à jour en France, comment est-ce que ça se passe pour s'installer? Là, aujourd'hui, tu me reçois dans ton super cabinet dans le 15e arrondissement. Tu es originaire d'à côté des Hauts-de-Seine, tu me disais. C'est un choix que tu as fait de venir ici. Est-ce qu'on a le choix? Est-ce que c'est compliqué? Comment est-ce qu'on fait pour s'installer et pour se développer lorsqu'on est un jeune kiné en France? Alors moi, si je dois donner mon expérience personnelle, moi j'ai commencé là, quand je suis arrivé en France après la Belgique, je voulais pas commencer en libéral tout de suite, parce que je me sentais pas légitime de prendre des patients tout seul, et je me sentais pas prêt, donc j'ai essayé de passer à l'hôpital. Je sais que maintenant, dans l'hôpital public en France, c'est très simple de trouver du travail en tant que kiné, parce que ça demande, et que très peu de kinés veulent y aller, parce que c'est pas très bien rémunéré, on va pas se mentir. Ok, tu peux nous donner un ordre d'idée pour... Moi, j'étais payé 2000 €. D'accord. Mais j'avais un master 1, enfin j'avais 2 master 1, donc 2000 €, je trouvais ça pas suffisant pour ce que je faisais, pour la charge de travail que j'avais. Et ensuite, pour passer en libéral, j'ai pas toutes les démarches, mais je sais qu'il y a beaucoup de charges à payer. Vous avez la Carpinco, qui est la caisse de retraite, vous avez l'URSSAF à payer, il faut se mettre en auto-entrepreneur, un cabinet ça coûte cher, les machines coûtent cher, donc la plupart des gens maintenant s'associent à quelqu'un, ils commencent assistant, après ils vont louer une salle chez lui, donc on paye des rétrocessions, ça va de 20% à 40% de notre chiffre d'affaires. Et c'est comme ça qu'en tout cas les jeunes kinés commencent, et ensuite par la suite, quand on prend l'expérience et qu'on a le bagage financier qui va avec, on peut commencer à se lancer. Mais moi, si je dois donner un conseil aux gens, personnellement, il vaut mieux commencer à l'hôpital parce qu'on voit tellement de cas différents, on est exposé à tellement de situations qu'on va pas voir dans la vie de tous les jours. Un patient qui fait un arrêt, un patient qui chute, des patients qui font des AVC devant vous, plein de choses comme ça. C'est une formation en plus, quoi. C'est ça. En fait, ça vous apprend à rester calme, sans froid et de savoir gérer tout de suite une situation. Parce que pendant le Covid, on a eu des kinés qui venaient à l'hôpital, qui étaient dans le libéral, qui étaient des anciens kinés de l'hôpital aussi, et on voit qu'ils perdaient un petit peu ces réflexes qu'on a tous, enfin qu'on a maintenant nous à l'hôpital. Donc, comme les nouveaux kinés, j'ai formé une kiné qui m'a remplacé, il y a plein de petits détails qui me paraissent pour moi anodins, mais qui pour elle, par exemple, la manipulation du patient, comment le lever, comment se placer. C'est pas clair. Bah, si on n'a jamais fait ça, bah, c'est difficile. Oui, bien sûr. Donc pour moi, c'est ça. Il vaut mieux commencer à l'hôpital et après en libéral, bah, se mettre avec quelqu'un en assistanat ou faire des remplacements, le temps de prendre la main et ensuite, par la suite, lancer son cabinet. D'accord. Parce que c'est cher quand même. On parle pour équiper un cabinet, on a bien besoin de 40-50 000 €. Quoi, ouais, effectivement. Bah, j'aurais pas dit que c'était autant. Et ça, c'est les chiffres que j'ai vus en discutant avec mes collègues. Après, je pense que ça dépend des régions et tout. Et je sais qu'à Paris, c'est pas compliqué de trouver du travail, mais ça coûte un peu plus cher. D'accord. Parce qu'on est surdoté en kiné. Il y a beaucoup. Oui, parce qu'il y a une offre importante de kiné. D'accord. Il y a une offre importante, mais à contrario, et là je vais prendre l'exemple de la région parisienne, parce que c'est ce que je maîtrise le plus, c'est difficile d'avoir un rendez-vous de temps en temps. Comment est-ce que tu expliques ça? Est-ce que c'est moi qui ai un mauvais biais? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Mais en fait, la plupart des kinés sont déjà complets, donc ils ont leur clientèle, ou leur patientèle, ça dépend comment on veut l'appeler, et surtout que les kinés, pour être rentables, après ça c'est moi, après ça se trouve ça peut faire polémique, ou je sais pas ce qu'on va dire. Non, c'est intéressant que tu me dises ce que tu en penses. Hein. Mais on prend pas tous les patients, enfin on n'a pas le droit de refuser un patient, mais il y a des patients qu'on va éviter de prendre. Donc les patients qui sont CMU, qui n'ont pas de mutuelle, qui sont un peu en précarité, c'est les patients que je vais traiter ici. Ici, moi, je suis salarié du centre, en libéral.
enfin, je fais du libéral entre guillemets, mais je suis salarié. Donc j'ai des patients qui n'ont pas de mutuelle, qui peuvent pas faire des dépassements d'honoraires. Moi, ça me dérange pas parce que je suis rentable dans ma pratique vu que je suis payé par le centre. Mais je sais qu'un kiné qui a son cabinet, qui paye tout son matériel, un patient qui lui rapporte entre 17 et 21 euros, c'est pas rentable. Il va préférer faire du 45 euros, 35 euros pour être sûr à la fin du mois, pouvoir payer tout ce qu'il a à payer. D'accord. Donc ces patients-là, on les évite. On les prend pas. Et c'est triste, mais on est arrivé à ce stade en France où on est tellement peu mis en valeur, nous les kinés, parce que nos tarifs sont à l'ancienne, qu'on est obligé de faire ça, de refuser des patients, prendre des patients qui puissent payer pour qu'on puisse s'en sortir. Donc c'est pour ça qu'on trouve pas tout le monde. D'accord. C'est pour ça que les gens, pas tout le monde trouve un kiné. D'accord, c'est quelque chose que j'apprends. Je vais pas dire que je suis surpris, parce que au final ça m'étonne pas. Et donc du coup, comment est-ce que un kiné qui a envie d'être rentable le plus possible, du moins, il fait pour savoir si quelqu'un n'a pas sa CMU, comment est-ce que tu fais pour anticiper tout ça? En général, il demande, vous avez la mutuelle, quand ils font vous avez la mutuelle ou pas, il va vous dire non. Ils vont vous prendre une séance, mais après ça c'est une histoire qu'on m'a racontée, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais des fois ils nous disent vous avancez les soins et la mutuelle vous remboursera plus tard. La plupart des gens refusent parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller payer 45 euros la séance. Bien sûr. Donc c'est comme ça qu'ils filtrent un peu, ou sinon ils sont même plus sur Doctolib, et c'est que du bouche à oreille, ils prennent les patients qu'ils veulent. D'accord. Parce que voilà, il faut bien manger à la fin du mois, c'est triste, mais... Non, je comprends, et c'est déjà je te remercie d'être aussi franc et transparent sur... Après c'est des histoires qu'on m'a racontées, après je sais pas si c'est valable pour tout le monde, moi je raconte ce que moi j'ai su, mais... Au moins t'es pas dans ce cas-là, toi, parce que du coup tu es salarié, c'est la structure, et donc c'est pas un problème que tu rencontres personnellement, mais est-ce que peut-être que la structure rencontre ce type de problème-là? Non, moi ça va faire à peu près 2 semaines que je suis là, j'ai commencé il y a 2 semaines, et je sais qu'en 2 semaines je suis pratiquement complet. Parce qu'en fait les gens ne trouvent personne, parce que c'est des patients qui n'ont pas de mutuelle, qui ne peuvent pas payer des grosses séances, donc ils viennent tous ici. Je trouve que c'est bien d'avoir des centres comme ça, des centres de santé où on peut accueillir tout le monde. Je trouve ça triste aussi que les kinés à l'extérieur refusent des patients parce qu'ils ne leur apportent pas. Mais malheureusement, on est... Et donc du coup, tu penses que pour pouvoir combler ce manque un petit peu, tu me parlais de reconnaissance tout à l'heure, il faudrait qu'il y ait une mise à jour de la rémunération, de la grille tarifaire. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Aujourd'hui, comment est-ce que ça fonctionne sur un minimum? On va pas aller sur un maximum parce que j'imagine qu'il n'y en a pas, mais comment est-ce que ça se passe sur un minimum aujourd'hui? Alors, de ce que je me souviens, moi je sais qu'ici je prends 21,50 €, et c'est le maximum qu'on peut prendre pour pas dépasser. Mais en général, c'est entre 17 et 21,50 €, ça dépend de l'acte, parce que chaque acte est coté d'une façon. Je ne saurais pas vous les dire de tête. Et en fait, il faudrait revaloriser nos actes. Totalement, parce que on a 4 ans d'études, on est en master, et on prend moins cher qu'un coiffeur ou qu'un coach sportif, quoi. Alors que, pour pas dénigrer les coachs sportifs, ni les APA, ni rien, on a un métier qui est demande plus d'études, plus de travail, et en fait, on est payé moins. Donc, et on a un métier fatigant. Et moi, je comprends pas qu'avec un métier où je manipule les gens toute la journée, je travaille avec eux, je vais être payé moins qu'une orthophoniste qui va aussi un travail très important, mais qui va être assis derrière un bureau, qui va discuter avec un patient. Et tu penses pas que, justement, plutôt que mettre en opposition par rapport à d'autres métiers, il faudrait montrer vraiment la plus-value et mettre en avant tout ce que vous faites, plutôt que de faire sur une comparaison avec des APA, des coachs sportifs ou d'autres, ou un coiffeur par exemple? Non, c'est vrai qu'il faudrait mettre en valeur ce qu'on fait, mais le problème c'est qu'on a toujours cette image de masseur, et que les gens ne veulent pas payer plus, quoi. En fait, on n'a pas encore une très très bonne image, ça commence vraiment à changer. On a toujours cette image de masseur, vous allez m'étirer, faire des massages, ça va être rapide. Là, sur les ordonnances, j'en ai pas ici, mais j'ai en gros massage. J'appelle le médecin, je fais non, en fait, on va pas masser parce que ça vaut pas la peine. Non, bien sûr. Mais si on est catégorisé en tant que masseur, donc on n'ira pas plus loin. Il faut qu'on puisse changer cette image. C'est purement mon avis personnel, je pense qu'il y aura des gens qui sont pas d'accord avec moi, mais... C'est intéressant qu'on puisse... c'est pour ça qu'on débat, quoi. Ton discours. Je te remercie, c'est super que tu puisses montrer un petit peu, je vais pas dire l'envers du décor, mais un petit peu quand même. Après, on voit qu'il y a quand même beaucoup de passion et que tu adores ton métier. Je parle un petit peu mal de tout, mais c'est un métier que j'adore et que je continuerai à faire le plus longtemps possible. Mais c'est vrai que si on parle pas des choses qui ne vont pas, on fera pas avancer les choses, selon moi. Mais ça reste un métier très intéressant, le contact. En fait, il faut beaucoup aimer le contact avec les gens, il faut être assez social, il faut savoir discuter. Et on est souvent là, en fait, on fait un peu un rôle de psy, entre guillemets, c'est-à-dire que les patients viennent et discutent avec nous, et des fois ils se livrent sur des problèmes. On peut pas trop les aider parce que c'est pas notre domaine, mais on est en contact vraiment avec les patients, et c'est ce qui est pas mal pour eux, en fait. C'est le contact des patients qui rend vraiment ce métier intéressant.
Non, bien sûr, bah écoute, c'est super. Aujourd'hui, tu nous accueilles du coup dans un cabinet qui est pluridisciplinaire. C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu du coup l'histoire du cabinet, comment est-ce que ça fonctionne, et toi, comment est-ce que tu t'épanouis, comment est-ce que tu échanges avec tes collègues, avec les autres professionnels, comment ça fonctionne un cabinet comme ça? Alors, un cabinet comme ça, donc là, on est dans la partie annexe de mon cabinet. Ma voisine, c'est une podologue. D'accord. Des fois, j'ai des patients qui viennent chez elle, qui sont envoyés chez moi après, pour des douleurs de jambes, pour des problèmes au niveau du pied. Il y a d'autres médecins, donc des cardiologues, des rhumatologues, qui eux m'envoient certains patients. Après, voilà, je sais pas si je vais le dire, c'est pas grave. C'est des anciens médecins D'accord. qui sont assez âgés. Donc j'ai discuté avec un médecin il y a pas longtemps et il me disait que bon, la kiné ça sert pas à grand chose. D'accord. Donc il te l'a dit directement. Parce qu'il a cité un cardiologue et moi j'ai fait beaucoup d'adulation cardiaque. Donc en Belgique on faisait vraiment des séances d'1 heure avec des patients, on leur faisait faire du vélo, du sport, des patients qui venaient faire des infarctus, qui avaient des ressorts, qui avaient des pacemakers. On les faisait vraiment reprendre un effort comme il faut et des très bons résultats. Et on vient me dire que bon, c'est pas efficace. Donc il y a encore, même dans les centres de santé un peu comme ça, on a encore cette image un peu ancienne de la kiné que ça ne sert pas à grand chose. Mais voilà, c'est vraiment ça travaille comme ça, donc on essaie d'échanger tous les mois, je pense qu'on a une réunion, on parle de certains patients, on échange entre nous, si j'ai une question, je les appelle, ils m'appellent. C'est beaucoup d'échanges pour soigner au mieux le patient. D'accord, donc tu es en train de me dire que au-delà de la valorisation tarifaire, même dans les métiers de la santé, des fois les kinés vous n'êtes pas reconnus à votre juste valeur. J'ai des médecins qui disent que ça sert à rien. Vous allez juste masser, bon. J'ai fait 5 ans d'études pour masser. Quoi. Bien sûr. Mais ça, moi, c'est l'ancienne génération. Je sais qu'il y a beaucoup d'internes que j'ai vus à l'hôpital à qui on a expliqué ce que c'était la kiné et qui ont compris la valeur d'un kiné. Bon, j'ai une petite anecdote comme ça. J'avais un interne qui voulait lever un patient qui était paraplégique. Donc, paraplégique, c'est quelqu'un qui ne marche pas. Je lui dis, il se lèvera pas. Il me fait, si, il va marcher. Je suis médecin. Je suis, bah, vas-y, lève-le. 5 minutes après, j'entends quelqu'un tomber. Ouais. C'était le patient avec l'interne. Ouais. C'est un peu mon travail, je sais ce que je fais. Donc, il y a encore un peu, voilà, cette image. Les gens. Et c'était un interne, hein, donc un jeune. Hein. Bah, en fait, on nous dit toujours qu'on est des médecins ratés. D'accord. C'est cette image qu'on a. D'accord. Vous avez raté la médecine. Alors que pour certains, oui. Moi, mon cas, c'était ça. Au début, j'ai raté la médecine, je suis venu en kiné. Mais avec le recul, c'est un métier qui est 15 fois mieux que entre guillemets, 15 fois mieux que la médecine. C'est moins stressant et il y a ce contact, cet échange avec les gens. Mais voilà, il y a cette image encore de médecin raté et ça sert pas à grand chose. C'est en train de changer. Bah c'est super, de toute façon, c'est mon expérience personnelle, c'est ce que moi je ressens, je pense qu'un autre kiné dira autre chose. Et c'est pour ça que c'est pas mal de discuter de tout ça, je trouve. Non, mais c'est top que tu puisses exprimer ton ressenti. Moi, ça me fait écho à des situations que j'ai pu avoir. Donc, moi, j'ai un master en APA, en sciences du sport, en activité physique adaptée. Et moi, à l'issue du master, j'ai travaillé 6 mois dans un hôpital avant de me lancer à mon compte. Et dans l'hôpital, j'étais justement avec des kinés qui me voyaient un petit peu comme de la concurrence. Pas des kinés ratés, mais presque, alors qu'on venait pas du tout du même milieu, nous on venait du sport, et on avait vraiment un petit peu cette image, et au fur et à mesure, c'est à nous de montrer qu'on a une complémentarité. De déconstruire tout ça. Exactement. Bien que je pense que certains hôpitaux prennent des appâts aussi, parce qu'ils coûtent moins cher. J'allais dire ça. Moins cher, et il faut aussi être franc et honnête, et je pense que dans une logique économique, certaines structures préfèrent prendre peut-être, en l'occurrence, des appâts plutôt que de kinés. Et totalement, c'est moins cher. Et si on va faire vraiment entre grosses guillemets, ils vont dire que c'est la même chose. Pas du tout. Parce que ton métier est totalement différent du mien. Il se complète. C'est-à-dire que moi, je vais prendre le patient une fois par semaine, mais il faut qu'il continue l'entraînement avec l'APA ou que l'APA puisse le voir pour orienter un peu sa rééducation. Et malheureusement, pour un but financier, c'est moins cher de prendre un APA qu'un kiné. C'est compréhensible, mais pour moi, c'est délétère pour le patient et même pour l'image des deux métiers. On va dire oui, mais un APA c'est un kiné c'est un APA, alors que ça n'a rien à voir. Alors que ça n'a rien à voir, effectivement. Et là, pour le coup, ça n'a vraiment rien à voir. Il y a une base commune qui va être l'anatomie et tout ça, mais le reste, vous êtes sportif, plus sport, nous on est vraiment plus dans la théorie, dans la science, mais ça reste un métier très important qui devrait travailler ensemble, comme avec l'ostéo et la kiné, mais il y a toujours cette concurrence qui reste aussi, et cette comparaison. Je pense que c'est la comparaison en fait qui est délétère pour tous. Bien sûr. C'est intéressant et du coup pour continuer toujours autour de la valorisation des métiers, j'aimerais que tu me donnes ton avis sur aujourd'hui l'apparition, je vais pas dire d'influenceurs du milieu des kinés, mais presque, je pense à Major Mouvement, qui est assez connu sur les réseaux sociaux, qui a une énorme chaîne YouTube, qui démocratise un petit peu du coup la kinésithérapie ou ce genre d'approche là. Est-ce que tu penses que c'est bénéfique pour votre métier, ce genre de chaîne, ce genre de... Je pense oui et non. Bon, Major Mouvement, je connais de nom, mais j'avoue, je n'ai jamais regardé ce qu'il fait, je sais même pas, je crois, à quoi il ressemble. Alors, pour reprendre et pour expliquer à tous, c'est du coup un kiné qui a une énorme chaîne YouTube,
peut-être proche d'1 million d'abonnés, qui fait beaucoup de vidéos où il essaye de vulgariser un petit peu la kiné ou les approches des techniques corporelles, qui le fait sous un format YouTube, très 2022 j'ai envie de te dire, et donc les vidéos sont assez dynamiques, il s'entoure d'influenceurs aussi, de sportifs professionnels, de célébrités, du cinéma, etc. Alors je connais pas tout non plus, mais voilà, en tout cas il approche ce domaine-là avec du coup des personnes reconnues et des pathologies un petit peu particulières. Est-ce que tu penses que toi, pour ton métier, ça peut être une bonne chose, ça? Je pense que c'est bien parce que déjà ça permet d'ouvrir notre métier aux nouvelles générations et un peu à tout le monde grâce à Internet et de vulgariser certaines choses. Après, c'est comme tout sur Internet, faut pas croire tout ce qu'on vous dit sur Internet. Moi, j'ai souvent des patients qui me disent oui, j'ai vu sur Internet, il faut faire ça, ça et ça. Je fais oui, ça c'est la théorie. Sauf que vous n'êtes pas une théorie, vous êtes une personne, vous avez chacun vos différences. Donc pour moi, c'est bien et c'est pas bien d'un côté. C'est bien parce que les gens vont découvrir des choses qu'ils ne sauront pas, parce que je vois tous les jours des patients qui ne savent pas se prendre en charge, qui ont des douleurs au dos, qui ont des choses basiques qu'on pourrait éviter. Donc ça, je pense que c'est bien. S'il fait jamais des trucs sur la lombalgie, sur lesquels je sais pas du tout ce qu'il fait, mais je pense que c'est bien de vulgariser tout ça. D'un autre côté, ça va jamais remplacer la vie d'un kiné. Donc si vous avez mal au dos, c'est bien de regarder ça pour s'informer. Ce sera pas la science, ce sera pas la vérité vraie. Ça varie de chacun. C'est mon avis, mais je pense que c'est pas mal pour ouvrir un peu aux gens. Parce que c'est vrai que c'est un métier, comme je disais tout à l'heure, ma sœur, c'est tout. Alors qu'il y a plein de choses. Bien sûr. Mais j'ai regardé ce qu'il fait quand même. Je crois que j'ai vu un livre, il a dû faire un livre il y a pas longtemps. Je pense qu'il a fait un livre aussi. Mais j'avoue, je sais pas du tout. Mais c'est bien, je pense que c'est bien parce qu'il faut qu'on s'adapte à notre temps. On est à l'époque d'Internet. Je pense que voilà, il faut s'adapter. C'est bien pour nous ça montre ce que c'est notre métier, ce qu'on fait pas, et surtout ça apprend aux gens à prendre conscience de certaines choses. Donc s'ils ont certaines douleurs, ils se disent oh il a dit ça, c'est bien, j'allais voir un kiné. Je pense que c'est bien pour alerter les gens un petit peu. Bien sûr. Et puis un petit peu comme pour démocratiser le métier, un petit peu comme Top Chef à l'époque ou les émissions culinaires. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui s'y mettent, donc si ça peut apporter un peu ça met de la lumière sur ça, c'est bien. Je pense que ça va peut-être donner envie à plein de gens de faire de la kiné après. Ouais. Donc peut-être pas renouveler notre métier, et peut-être avoir une meilleure approche et les gens auront une meilleure vision. D'accord. Je pense que c'est pas mal. C'est vrai je crois qu'il y a très peu de gens qui font ça sur Internet, des choses médicales. Ouais, il y en a de plus en plus. Je crois que des médecins, ça fait quand même un certain temps, même sur les chaînes télévisées. Mais là, disons que YouTube, ça ouvre à partir du moment où il y a peut-être une bonne personnalité, on est capable de présenter n'importe quel métier. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Donc, en l'occurrence, là, ça présente ton métier, donc c'est intéressant. Si jamais il regarde la vidéo, je veux bien qu'il m'appelle. Je sais pas si ça ira jusqu'à ses oreilles. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu une journée type de ta journée, Jean-Pierre, lorsque tu arrives le matin, la semaine, tu travailles le week-end? C'est quoi une journée type d'un kiné ici? Alors, ma journée, je vais faire avant quand j'étais à l'hôpital. Donc à l'hôpital, on arrive en général 8h30, 8h45, ça dépend pour chacun. On se change et tout, on arrive en salle de pause, on fait nos transmissions, donc on regarde qui on a comme patient, parce qu'à l'hôpital on a des patients fixes sur la semaine, ceux qui sont hospitalisés là, et après on fait notre tour, tout simplement. Alors qu'en libéral c'est assez différent. Mon premier patient je le prends à 9h, donc je suis là à peu près vers 8h30, je prépare mes fiches de patients, je vois qui je vais avoir aujourd'hui, je prépare ma salle, le patient vient, c'est des séances de 20-30 minutes, et j'essaie de préparer mes séances en amont, donc si je vois que le patient il arrive à 9h, à 8h50 j'essaie de faire une fiche d'exercice pour voir ce qu'on peut faire avec lui. Et donc le patient reste 20-30 minutes, on fait nos exercices, je donne des exercices à faire à la maison, toujours, que pas tout le monde fait, malheureusement. Oui. Et ensuite, dans chaque patient, c'est désinfecter la salle, ranger, préparer le matériel, ainsi de suite, jusqu'à à peu près 18h, avec une petite heure de pause. Mais ça passe assez vite, en général, on voit pas trop le temps passer. Ce qui est cool. C'est bien, ça change que l'hôpital, à des moments, il y a des temps morts où vraiment on n'a rien à faire. Vraiment, à l'hôpital, quand il y a beaucoup de travail, on voit pas le temps passer, mais vu que ça dépend à chaque fois de la saison, on se revoyait à des moments, il était 15h, on était là à se répartir les poussons avec les patients. Et pour finir sur le cabinet, je finis vers 18h, 18h20, je range ma salle, je vois qui j'ai eu aujourd'hui, je fais ma compta, et ensuite je rentre chez moi et je fais encore des petites recherches de kiné pour voir ce que je peux améliorer, ce que je peux faire comme exercice. Et voilà, vraiment c'est un travail à temps plein. Je dirais que je travaille avec les patients 8 heures par jour, mais je suis bien à 10 heures, 11 heures de travail par jour en plus. Le soir, j'ai 2-3 heures de plus chez moi pour travailler. D'accord. Mais c'est ça en général. Du coup, aujourd'hui, il y a quand même une tendance, notamment après le coronavirus et la pandémie en 2020-2021, où les gens étaient à la recherche d'un petit peu plus de temps pour eux. Est-ce que ce courant traverse un petit peu le métier de kiné? Oui, totalement. Parce que là, tu me dis que ça peut faire 11 heures par jour.
Est-ce que tu penses qu'à terme, ça pourrait être un petit peu trop? Est-ce que tu te vois changer un petit peu, faire évoluer ta pratique, changer d'endroit? Bah là, actuellement, je me dis, je suis encore assez jeune. Donc je peux, je pense, supporter les 10 heures par jour. Mais je sais très bien que, par exemple, là, vendredi, j'ai 2 patients, je prends pas d'autres patients. Et je sais que vendredi, je vais essayer de partir, j'essaie de partir plus tôt les vendredis pour profiter de mon week-end. Et je sais que le week-end, je déconnecte complètement. Ok. On ne parle pas de kiné, on ne parle pas de rien du tout. Le week-end, je fais ma vie à moi. Mais je pense qu'au fur et à mesure que je vais progresser, j'essaierai de peut-être diminuer mon temps de kiné pour essayer de compléter avec autre chose qui me fera plus plaisir. Mais qu'est-ce que ça peut être, par exemple? bah là, je suis en train de faire un master en santé publique. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir travailler dans l'humanitaire. Donc, c'est vraiment un truc qui me passionne. Donc, en fait, j'essaie de tendre vers ça pour vraiment aller vers un métier, vers quelque chose qui me passionne encore plus que la kiné. Mais il y a pas mal de kinés qui ne travaillent pas les vendredis ou qui sont un jour off ou un truc comme ça parce qu'il faut avoir le temps de souffler, il faut du temps pour soi. Et les kinés qui travaillent tous les jours, non, c'est plus possible. Je pense pour tout le monde, c'est impossible de tenir tous les jours. Et je pense qu'il y a de plus en plus de kinés qui essaient de lever un petit peu le pied ou qui changent de métier parce qu'ils ont besoin de souffler. C'est très chronophage et c'est très fatigant. Bien sûr. Mobiliser les gens toute la journée, réfléchir tout le temps, c'est dur au bout d'un moment. Et puis c'est physique aussi, hein. Si on n'a pas d'une bonne condition physique, ouais. Impossible à tenir. Moi, je sais que je vais à la salle de sport 3-4 fois par semaine. D'accord. Bien 2 heures, parce que si je m'étire pas, je renforce pas mon dos, on ne tient pas, quoi. D'accord. Mais voilà, par exemple, le sport, c'est un de mes petits plaisirs, donc ça me permet de déconnecter de ma journée. Si je finis à 19 heures, je vais à la salle de sport 2 petites heures. Ça me détend, et après, je rentre chez moi, je suis de bonne humeur, mais il faut trouver du temps pour soi, en fait. Je sais qu'à midi, si j'ai rien à faire, je me mets une petite série, et en fait, j'essaie d'avoir du temps pour moi dans la journée. Entre 2 patients, je fais un truc qui me plaît, je vais lire un livre, je me balade un petit peu, je reviens. Pour moi, je trouve qu'il faut entrecouper sa journée de petits moments sympathiques. Non, c'est un équilibre. Il faut trouver son équilibre. Après, je comprends qu'il y en a qui veulent juste charbonner tout le temps, mais au bout d'un moment, le corps ne suit pas. Et quand le corps il lâche, c'est fini. C'est compliqué. Et est-ce que pour toi, au-delà du coup de ton master en santé publique, une des transitions naturelles, ça pourrait pas être justement d'avoir ton propre cabinet, quitte à faire les investissements qui sont conséquents, dont on a parlé au début du podcast, et après peut-être gérer, être plus dans de la gestion et transformer un petit peu ton activité? Alors, le libéral, c'est un truc que je voulais pas faire au début, mais quand j'ai été diplômé, je voulais pas faire le libéral. Comme je disais tout à l'heure, je me sentais pas légitime et j'avais juste un petit peu peur. Là, j'ai commencé, ça est en train de me plaire de plus en plus. À terme, pourquoi pas avoir un cabinet? L'objectif, ce serait pas de travailler dedans. Enfin, je suis obligé de travailler au moins 1 à 2 jours par semaine. Ce serait vraiment d'avoir plusieurs salles, les louer des kinés. Et en fait, ce serait plus de la gestion que de la kiné. C'est vraiment, pour moi, l'objectif sur le long terme, c'est d'avoir ça. Ouais, c'est ça. Ouvrir plusieurs cabinets un peu partout et vivre de ça. Ok. Et j'imagine que c'est concurrentiel aussi et qu'il y a beaucoup de kinés qui tendent vers ça. Ouais. Mais après, voilà, ça dépend. Je sais qu'il y a des kinés qui aiment bien avoir leur petit cabinet, leur petite vie dans la petite campagne, mais moi, j'ai envie de pouvoir gérer plusieurs choses, de me dire que de grandir un petit peu, de pas rester dans mon coin, dans mon cabinet, commencer par un cabinet, aller plus loin pour la suite. Ou peut-être une équipe sportive par la suite, je sais pas, mais j'ai pas vraiment réfléchi à tout ça. Mais l'objectif après, c'est de grandir, bien sûr, de pas rester dans le centre où je suis là, vraiment de s'épanouir un petit peu. C'est le but de tout le monde. Bien sûr. Donc voilà, c'est ça. Pour moi, je pense à long terme, un cabinet, 2-3 cabinets, quelque chose comme ça. Parce que tu viens d'arriver dans le métier, je te parle déjà de ta transition. Non, mais il faut penser à l'avenir. Il faut les étapes. Il faut penser à l'avenir. Je sais que le travail à l'hôpital m'a fait réaliser plein de choses. Donc déjà, la relation avec les gens, le stress, etc. Comment gérer son stress. Et maintenant, le libéral, ça me permet de voir autre chose. Je pense que j'aurais fait le tour après 2-3 ans dans un cabinet. Enfin, dans un cabinet qui n'est pas à moi, j'ouvrirai le mien parce que j'aurais pris l'expérience qu'il faut. Mais je pense que c'est comme tous les kinés, au bout d'un moment, on veut grandir. Parce que, Bien sûr. Pour pas rester toujours au même endroit, je trouve. Non, bien sûr. Et puis après, c'est pas une critique aussi de dire que certaines personnes aiment. Enfin, il y a des gens qui aiment leur confort, il n'y a pas de problème. Sont contents dans leur confort, effectivement. Moi, je suis un peu ambitieux, j'ai envie de voir plein de choses, essayer plein de choses. Après, je pense qu'il y a des gens qui sont contents de leur petit cabinet, tant mieux pour eux, mais moi, c'est une vie que je me verrais pas mener. D'accord. Un seul cabinet, non, je peux comprendre. Pour être transparent, moi je suis un peu pareil. Et bravo à toi. On n'en est pas encore là, on touche du bois pour la suite, mais on verra. Donc du coup, kiné, on est sur un métier autour de la santé, et donc plus généralement autour de la prévention. Le sujet qui fâche. Le sujet qui fâche. Un petit peu. Voilà, écoute, j'aimerais avoir ton avis, c'est une question que je pose à chacun de mes invités. Quand on parle de prévention en France, déjà, bon, je vais pas te demander une définition de la prévention parce que c'est assez compliqué, mais toi, la prévention en France, si je dis la prévention en France, qu'est-ce que tu en penses? Où est-ce qu'on en est?
Est-ce qu'on part de loin? Est-ce qu'on est de l'avance? Est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses un petit peu? Bah, si on se compare à la Belgique et au Canada, on part de loin. Parce qu'ils sont beaucoup plus, surtout au Canada, ils sont beaucoup dans la prévention, dans éduquer les gens, dans l'éducation. En fait, pour moi, la prévention et l'éducation vont ensemble. Et comme je disais, la plupart des gens ne connaissent pas notre métier, parce qu'on masse, et 15 fois que je le répète. Et si on n'a pas cette éducation de la personne, de leur dire, bah, vous avez mal au dos, c'est peut-être à cause de ça, les mauvaises postures, etc., les gens ne vont jamais apprendre. Et je trouve qu'en France, on est surtout dans l'action, et pas dans la prévention. On va essayer de régler un problème une fois qu'il est installé. Et donc pas la réaction, du coup. la réaction. Ouais. Ouais, bah, l'action, en fait, le fait de, on est dans la réaction. Et pas dans, je trouve qu'on est plus dans la réaction en France que dans la prévention. Et donc, du coup, là, tu as pris l'exemple du kiné, mais même au-delà du kiné, En santé publique, par exemple, parce que c'est un domaine que j'étudie, on va s'intéresser à des problèmes, mais qui sont déjà bien installés, alors qu'on aurait pu les éviter depuis bien longtemps. Ok, tu as des exemples? De tête, je faudrait que je réfléchisse. Bah, je sais que, par exemple, à Angoulême, j'ai fait mon stage à Angoulême l'an dernier pour la santé publique. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès aux soins, etc., qui sont isolées de tout, et en fait, ils se sont retrouvés à un moment où en fait, il n'y a plus de médecins dans la ville. Parce qu'en fait, ça fait 10 ans que les médecins partent, et ils n'ont rien fait. On est arrivé à un stade où bah, il n'y a plus personne. Il faut recruter, ils ne trouvent personne. Donc là, ils sont dans l'action, ils sont dans l'urgence. En fait, ça aurait pu être évité en prenant les bonnes décisions, en faisant les bons aménagements, etc. Et non, ils sont en train de faire des aménagements, mais c'est trop tard, parce qu'il n'y a plus personne qui vient là-bas, parce que c'est sous-doté, il n'y a personne. Donc là, ils sont plus en train de donner des aides pour faire venir les gens, mais c'est un peu tard, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de kiné, c'est 90 jours à 4 mois pour trouver un rendez-vous. Ouais, parce qu'il n'y a plus personne. Ouais, c'est vraiment, ils sont dans l'urgence, il faut arranger ça, mais ça aurait pu être évité depuis bien longtemps. Alors Angoulême, en plus, on est sur une ville moyenne, on n'est pas non plus sur un village ou un hameau de 50 habitants, donc c'est d'autant plus criant. Tu faisais le parallèle entre la prévention et l'éducation. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Est-ce que tu penses que le fait de travailler sur son dos, les douleurs du dos, la nutrition peut-être, et tout ce qui englobe la prévention en général, c'est des choses qu'on devrait voir dès l'enfance? À partir de quand est-ce qu'on peut en parler? Je pense le plus jeune possible. Pas rentrer dans les détails, mais par exemple, moi je sais que quand j'étais à l'école, j'ai eu des cours de nutrition. J'étais dans un collège, dans une école privée à l'époque. On avait toujours quelqu'un qui venait de l'extérieur, un prof qui nous expliquait, on avait des dentistes, des nutritionnistes, des médecins. Et c'est bien d'avoir cette approche très jeune, parce qu'en fait on prend les bonnes habitudes. Tu sens que ces interventions externes, ça t'a marqué? C'est ce qui m'a orienté vers la santé en fait. C'est vraiment ça qui m'a amené vers la santé. Là par exemple, pour venir sur Angoulême, il y a beaucoup d'ateliers chez les petits-enfants sur comment manger, quoi manger, quel est le rôle de l'activité physique, chez les enfants qui ont 4, 5, voire 12, 13 ans. Et en fait, ces enfants-là, ils vont rapporter leur savoir à la maison. Et en fait, ils vont éduquer leurs parents. Les parents vont prendre des bonnes habitudes et ainsi de suite, ça se perpétue. Et donc, du coup, la prévention est faite alors un petit peu à Angoulême. Ça commence. Ça commence. D'accord. Ça fait, je crois, après je pourrais pas donner de chiffres, mais ça fait quelques années que ça commence. Mais il était temps, parce que pendant très longtemps, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu de cours comme ça à l'école, sur quoi manger le matin, combien d'activités physiques faire par jour, combien de pas il faut faire par jour, tout ça, c'est des choses que ça commence à être appris à l'école, mais voilà, c'est pour les nouvelles générations, c'est pas ma génération, la génération d'avant, c'est trop tard pour nous. Là, tous les jours avec les patients, je les éduque, je leur apprends que, par exemple, pour une douleur de dos, vous avez mal au dos, c'est bien, il faut qu'on relâche les jambes, il faut qu'on renforce les jambes, c'est des petites choses qui sont basiques, comme la posture, comment s'asseoir devant un ordinateur, avec le télétravail aujourd'hui, les travails de bureau, personne ne sait s'asseoir devant un ordinateur, on a tous un setup qui n'est pas super bon, donc l'ordinateur est trop bas, la chaise est trop haute, la table est pas bien, c'est des choses qu'on devrait apprendre au plus jeune âge, surtout maintenant, vu qu'il y a Internet partout, le télétravail pour l'école. Je pense que c'est des choses qui devraient être éduquées dès le plus jeune âge. Je pense, pas dès la maternelle, mais dès le CP, CE1, apprendre au moins à bien manger. Donc, qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois pas manger, est-ce que je dois faire du sport ou pas, des choses comme ça. Après, c'est bon. Après, je pense que l'éducation, c'est très important. Il vaut mieux éduquer. Je préfère éduquer que devoir d'être en réaction après, devoir rattraper les erreurs de ceux qui ont été après moi. D'accord. Enfin, entre guillemets, avant nous, etc. Non, mais c'est super intéressant. Maintenant, j'aimerais te partager un petit peu moi une pensée que j'ai, c'est que effectivement aujourd'hui on éduque un peu plus la jeunesse sur tout ce qui est la prévention globale, mais d'un côté on a un confort de vie, voilà, des lits qui sont de mieux en mieux, des trottinettes électriques, des voitures qui sont de mieux en mieux, des déambulateurs pour les personnes qui commencent à avoir des douleurs, ou en fait un espèce de confort qui fait en sorte que toute cette prévention, au final, elle est plus si utile que ça. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Ouais, je vais toujours revenir sur le déambulateur. Ouais. Ça reste utile pour certaines pathologies. Après, quelqu'un qui n'a rien qu'un déambulateur, pour moi, c'est une grosse blague. Mais c'est vrai que j'ai toujours à mes patients, vous avez du mal à marcher, prenez un déambulateur, vous restez actif.
Ça, c'est une éducation, même s'ils aiment pas, au moins ça va permettre de les aider d'être actifs. Mais oui, on a un confort de vie qui nous amène vers le sédentarisme, de rester à ne rien faire. On a Uber Eats, on peut tout commander, on fait le moins d'actions possible. Ça, c'est délétère pour nous parce que l'humain est fait pour bouger et pour faire de l'activité physique. Et en fait, si on bouge pas, mauvaise posture s'installe, les douleurs s'installent. Et en fait, on va faire qu'avoir des douleurs en plus. On fait que dégringoler, quoi, je pense. Donc ton métier a de l'avenir, alors, un petit peu. J'ai de la chance d'avoir un métier où j'aurai jamais de problème d'emploi. Ouais. Je pense que même le pire des kinés au monde aura toujours du travail. Donc ça, c'est pas mal. Parce que les gens ne savent pas se prendre en charge. Pas tous. Ceux qui sont dans la santé, les sportifs, les gens qui s'intéressent un petit peu, connaissent les bons gestes. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi faire. Mais c'est à peu près ça. Je sais pas si ça répond un petit peu à la question. C'est là où je voulais en revenir. Effectivement, je pense aussi que il y a plein de nouvelles technologies, nouvelles pratiques, ou même nouvelles avancées en soins qui concurrencent un petit peu l'activité physique et la prévention, et qui nous emmènent vers un sédentarisme qui est criant. Je prends l'exemple simplement de la trottinette. On pensait que ça allait concurrencer les voitures, mais en fait ça concurrence la marche, clairement. En fait, moi, la trottinette électrique, je comprends pas le principe. Parce que la trottinette, c'est pour faire un effort. C'est comme les vélos électriques. J'ai rien contre les vélos électriques. Pour les monter, c'est pas mal. Mais en fait, il est où le principe de faire du vélo électrique, quoi? Non, je pense que ça peut ouvrir justement le vélo à plus de personnes. Typiquement, une personne qui n'est pas très sportive va pouvoir s'y mettre. Et puis, par la même occasion, réduire les émissions à effet de serre, etc. Mais c'est vrai que, l'exemple de la trottinette, je pense qu'il y a un aspect hyper pratique quand même, parce que tu n'as pas besoin de garer ta voiture ou autre, mais ça concurrence clairement la marche aujourd'hui. Faire 1 km en trottinette électrique, je trouve que pour moi c'est une blague quand même. 1 km, vous les faites à pied, ça prend 7 minutes. Trottinette, ça prend 5 minutes. Pour 2 minutes de plus, vous avez fait vos 1000 pas par jour. Vous êtes en forme. Je pense que le bénéfice, il est mieux qu'avec la trottinette. Mais après, voilà, je comprends que les gens n'ont pas envie, les gens sont un peu fainéants. On devient de plus en plus fainéants, je trouve. Là, tous mes patients, je leur demande, vous faites vos exercices? Non, j'ai pas eu le temps, j'ai oublié. Voilà, je trouve qu'on devient de plus en plus fainéants. D'accord. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Libre aux gens de critiquer, mais je pense que, en tout cas en Occident, on devient de plus en plus fainéants. Ok, écoute, je vais rebondir sur ça et je pense qu'après on aura terminé. Quand tu dis en Occident, de par peut-être ton expérience personnelle, tu sens que du coup au Liban, j'imagine ou non, au Liban c'est pas un bon exemple parce qu'au Liban on prend la voiture pour rien. Ouais. Vraiment, on va faire 200 mètres, on va en voiture, quoi. D'accord. Mais après voilà, parce qu'en fait en France et en Europe on a les infrastructures pour marcher, on a des trottoirs, des choses comme ça. Au Liban, dans certains pays, on n'a pas toujours, ou bien ils sont dans un état lamentable. Donc on est obligé de prendre la voiture, par exemple. Mais en France, je sais que moi, par exemple, si je dois aller, j'habite dans le 92, si je dois aller sur Paris, je sais que j'ai 5 km, bon, je vais les faire à pied. 5 km, c'est quoi? C'est 1 heure. Au moins, je sais que je vais faire mon effort physique et je rentrerai en métro. Mais les gens n'ont pas cette pensée-là. Tout est fait en France pour qu'on puisse se déplacer, être à pied, mais les gens n'en profitent pas. On a des parcs énormes, on a des pistes cyclables énormes. Bon, le vélo se démocratise de plus en plus. Vélo électrique, malheureusement. Mais on a toutes les infrastructures pour ça. Et je trouve que les gens n'en profitent pas assez. Là, ça fait quelques années, il y a le boom du fitness qui est revenu. Ça fait plaisir. Mais là aussi, j'ai pas mal de blessures aussi qui arrivent parce que les gens ne savent pas se prendre en charge. Bien sûr. Je pense que tu connais un petit peu plus que moi sur ça. Effectivement, c'est sûr que, pour reprendre cet exemple-là, il y a le sport, le fitness s'est démocratisé, mais avec aussi les mauvaises choses qui sont arrivées. Et donc, même si au global, c'est bien que les gens se prennent en main, il y a quand même des mauvaises choses qui arrivent. Donc, des fois, je vois des gens faire des exercices à la salle de sport. J'ai envie de pleurer. Attention, il y a une hernie qui va arriver. Quand ils font du soulevé de terre, le dos bien rond comme ça, oh là là, c'est... Il y a pas mal de débats d'ailleurs en ce moment sur le fait de faire du soulevé de terre dos rond. Moi je suis pas fan du soulevé de terre de base, parce que je trouve ça trop agressif. Ouais. Après à charge légère, pourquoi pas si on fait du 20-30 kg, mais ceux qui soulèvent du 145 kg, c'est un petit peu trop. Pourquoi se faire mal au dos, quoi. Ouais, ça c'est mon avis. D'accord. Mais voilà, je pense que voilà, en Occident, on aime bien la facilité. Pas tout le monde, je généralise pas, mais je pense que si je vais généraliser, mais en fait, la plupart des gens préfèrent la facilité et leur confort de vie, ce que je comprends. Ce que je peux entendre, mais j'essaie de penser toujours sur le long terme. Je sais que tout le sport que je fais maintenant, quand je serai plus vieux, ça va payer. C'est-à-dire que je serai en meilleure forme que certaines personnes qui avaient le même âge que moi et qui, par exemple, je sais que j'ai des patients qui ont 80 ans, d'anciens boxeurs, d'anciens sportifs, ils sont en pleine forme, ils ont les genoux détruits de l'arthrose, mais ils sont en forme, pas de maladie cardiaque, pas de diabète ni rien. Et à côté, j'ai un patient qui a 80 ans, qui a un bide énorme, qui a du diabète, problème cardiaque, etc.
et qui comprend pas d'où ça vient. On va lui dire, bah, vous avez pas gaspillé votre vie, mais vous avez pas fait les efforts qu'il fallait à certains moments, et là vous le payez, et il le paye cher, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, Je pense que pour les prochaines générations, ce sera même avant 80 ans, tout ça. Ah oui, bah là avec déjà on a le mal du siècle qui est le téléphone et les cervicalgies. Le nombre de cervicalgies que j'ai par jour, c'est impressionnant. Les gens sont tous recroquevillés, les épaules enroulées, mal de tête, parce qu'ils sont toujours comme ça, sur l'ordinateur, alors qu'une chose simple à faire 1 heure d'ordinateur, se lever, s'étirer, ça va vous éviter toutes les douleurs, quoi. Mais voilà, c'est des petits conseils. C'est pour ça que l'éducation c'est important et qu'on a pas tout le monde a ces petits réflexes là. Je fais beaucoup plus d'éducation que de prévention en général dans mon travail. Okay. Mais des fois, mes séances, c'est entièrement des discussions avec les patients pour leur donner les bonnes habitudes et non pas les soigner. D'accord. Donc voilà. Bah écoute, je te remercie. Je pense que moi j'ai appris plein de choses. Bah, je pense qu'il n'y aura pas de monde qui sera d'accord avec moi. Mais, ouais, mais c'est aussi le but. Hein, c'est aussi le but que je puisse donner ton avis. Et je trouve qu'avec ta jeune expérience, mine de rien, t'as quand même beaucoup de choses à dire. Donc c'est super intéressant. Bah merci d'avoir participé au podcast. Avec grand plaisir. Tu es le bienvenu pour un prochain épisode quand tu veux. Pas me réinviter. Et peut-être échanger avec un autre kiné ou avec un autre professionnel, ça pourrait être sympa. Je pourrais demander à un collègue de venir avec moi, on n'a pas la même vision, on pourrait débattre ensemble, pourquoi pas. Ok. Avec grand plaisir. Et je vais finir que moi je suis donc kiné en libéral, mais je sais il y a plusieurs variantes. Il y a kiné neuro, kiné respi, etc. Et chacun va avoir une autre vision. Donc ce que je pense moi, je sais qu'un kiné en neurologie va pas penser pareil, je sais qu'un kiné en réanimation va penser différemment, je sais qu'un kiné qui fait que de la kiné respi va penser différemment. Donc voilà, c'est tellement vaste qu'on a tous un peu notre vision, mais on s'accorde tous à dire un petit peu que le mouvement c'est la vie. D'accord. Je voulais finir sur ça. Bah on finira sur ça, et puis là, je te remercie, on pourra mettre tes informations en bas du podcast. Merci pour tout, Jean-Pierre. Avec grand plaisir, merci beaucoup de m'avoir invité, et à bientôt. À bientôt.